Bonjour, ici Mathilde Plard, bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, je te parle du tout nouveau programme de fidélité NAC+. Si tu achètes régulièrement des gaufres, des gels, du drink mix puis des bars sur le NAC.com, ben t'as tout à gagner à t'inscrire. C'est gratuit, ça prend 2 minutes, puis après ça, ben chaque achat te rapporte des points que tu peux échanger contre des rabais. Tu gagnes aussi des points en suivant NAC sur les médias sociaux puis en laissant des avis, et tu as 5% qui s'ajoutent à n'importe quelle promo que tu appliques à ta commande. En plus, tu vas avoir accès à tout en premier, les nouveaux produits, les ventes privées et surtout, les scoops! Bref, si tu achètes déjà du NAC, ben t'as aucune raison de passer à côté de ça. Rends-toi sur le NAC.com, clique sur programme membre puis active ton tout nouveau compte NAC+. Fais passer ton expérience NAC au prochain niveau. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une scientifique, une chercheuse, une fille qui vit en France, mais qui a passé beaucoup de temps au Québec, qui a travaillé sur un projet assez intéressant, qui a fait couler beaucoup d'encre quand c'est sorti, l'Ultra Trail scientifique. Mais avant tout ça, Mathilde Plard, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick, ça me fait plaisir de participer. Je t'écoute depuis le tout début, du podcast. Je suis les interviews. C'est drôle parce que tu me disais ça avant qu'on commence, puis moi je me suis rappelé quand j'ai vu ton nom au bas de cet article scientifique-là à propos de l'Ultra Trail scientifique qui s'est fait du côté de la France. Ton nom me disait, voyons, ce nom me dit quelque chose, et c'est Marlène Côté qui m'avait recommandé ta présence au podcast il y a plusieurs années. Elle m'avait dit, hey, faut absolument que tu reçoives cette fille-là, ça serait super intéressant. Quelques années plus tard, on remplit cette demande-là de Marlène. Donc, on remercie Marlène de m'avoir parlé de toi. Puis, bienvenue à Pas sorti du bois. Je suis très content de te recevoir ce matin. Ben, j'en profite. Je remercie Marlene aussi parce que c'est avec elle que j'ai commencé les études plutôt sur le terrain pour m'intéresser aux pratiques d'ultra trail. Et à l'époque, elle était à l'Ultra Trail Arikana au niveau de la Malbaie et c'était passionnant. Moi, j'ai commencé en étant bénévole sur la course pour essayer vraiment de comprendre les dynamiques, les interactions entre les personnes. Et j'ai trouvé ça très, très, très inspirant. Et je pense que de la même manière que les gens qui pratiquent la course, ils ont envie de revenir et de recommencer. Et ben moi, j'ai fait un premier ultra en étant bénévole et j'ai tout de suite eu envie de poursuivre. J'avais plus de questions en repartant qu'en arrivant. Est-ce que pendant que tu faisais ce bénévolat-là, est-ce que tu avais tes lunettes de scientifique? Parce que je veux pas, c'est une partie de toi, puis on reviendra sur exactement les études que tu as fait, puis ta professionnalisation. Mais c'est certain que c'est un petit monde, le trail, hein, puis l'intérieur d'une course, c'est quelque chose c'est un genre de monde parallèle où quand on fait plusieurs événements, on finit par être habitué, mais la première fois qu'on tombe les deux pieds dans un événement trail, qu'on voit la dynamique qui se passe dans les ravitaillements, qu'on voit des gens en souffrance extrême vouloir poursuivre, ça doit être quand même assez fascinant d'un œil extérieur scientifique, là. Bah oui, en fait, je suis vraiment littéralement rentrée dans le bénévolat pour cette motivation-là scientifique, parce que j'avais envie de m'intéresser aux différentes trajectoires d'engagement et de fidélisation des coureurs sur cette course spécifique, mais je voulais pas le faire sans connaître l'événement. Et du coup, l'idée qu'on avait eue avec Marlene, c'est que je sois bénévole juste pour voir l'ambiance, voir ce qui se passait et comprendre les enjeux. Et je me souviens même d'avoir été fascinée par le nombre de personnes mobilisées sur un ultra. En fait, ça fait partie des très, très rares disciplines où sans tout l'écosystème de bénévoles, la course, elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu et du coup, j'avais même envie voilà, de développer des axes de recherche autour de ce bénévolat-là, en fait, de quelle façon les gens s'engagent. Et donc, j'ai vraiment été touchée en observant différents postes, que ce soit, comme tu disais, le poste de ravitaillement, mais aussi les points logistiques. Je dormais, je me souviens plus du nom, mais il y a une auberge avec tous les coureurs, donc j'étais Ouais. logée au même endroit. Et puis, tu vois les départs aux différents horaires, les départs en bus. Je pense que c'est important
quand on commence un programme de recherche, de commencer par s'immerger pour essayer de comprendre c'est quoi le quotidien, qu'est-ce que ça représente de se lever à 4 heures du matin quand on est coureur, mais aussi quand on est bénévole. Et quand on met ça tout bout à bout entre les coureurs, les soutiens, les environnements familiaux, amicaux et le bénévolat, bah, c'est une communauté qui est gigantesque. Ouais. Oui, puis on le dit souvent, c'est un sport qui est individuel dans le sens où à la fin sur Sport Stats, il y a un seul nom, mais derrière chaque coureur, chaque coureuse, il y a un village, comme on dit souvent ici, mais il y a un environnement, il y a des gens qui contribuent à ça, que ce soit ce qui était planifié avec la famille, les amis, les conjointes qui se rendent dans l'événement pour aider et supporter le coureur, mais il y a les bénévoles qui sont là, puis tu le disais, c'est un sport qui est 100% dépendant des bénévoles. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'événement. Puis on est rendu avec des grands événements au Québec, Ultra Trail Arikana, Québec Mega Trail, où je crois que le nombre de coureurs dépasse le nombre de bénévoles. Mais moi, l'année passée, j'ai eu la chance d'aller à la Hard Rock au Colorado, qui à chaque année n'a que 140 élus, 140 coureurs, et il y a une loterie pour accéder à la Hard Rock comme coureur, mais c'est même rendu avec une loterie, ou en tout cas une liste d'attente pour les bénévoles, parce que il y a tellement de gens qui veulent contribuer à cet événement-là que l'engouement est trop fort, puis il faut qu'il y ait un certain classement pour arriver à pas avoir trop de bénévoles, puis de remplir les ravitaillements, c'est rendu trop facile. C'est un problème opposé à d'autres événements qui en cherchent, mais c'est une course où il y a plus de bénévoles qu'il y a de coureurs. Ça démontre un peu la nécessité de ce sport-là, d'avoir des gens qui donnent de leur temps par passion, par amour de ce sport-là, par amour du plein air. Tu l'as vécu aussi dans un ravitaillement. Ouais, c'est une course qu'on vit, c'est un ultra. Oui, puis l'engagement des bénévoles, c'est aussi un ultra. Parce que, tu vois, quand tu te retrouves à distribuer du coca à 4 heures du matin alors qu'il fait froid et qu'il pleut, tu te dis, bah, pourquoi en fait? Ouais. Pourquoi? Ah oui. Et tu vois bien quand tu distribues ce coca-là que le mot, la façon de soutenir le coureur que tu connais pas qui passe a un impact. Et en fait, moi, voilà, j'ai trouvé que c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais qu'il y avait beaucoup d'humanité dans des petits points, a priori aussi sans importance. Il y a une grande futilité dans la course à pied. On court pour rien. Ouais. Et c'est des éléments qui sont intéressants dans une société où je trouve qu'on est poussé à avoir une vision utilitariste, consommatrice. Et c'est à la fois tout ça qui se retrouve aussi dans le sport et aussi la beauté ou la spontanéité de rencontres et de soutien qu'on peut avoir dans des temps de ravitaillement. Et je pense que pour les bénévoles, c'est aussi des moments importants de se sentir utile. Enfin, tu vois, la réciproque, elle est réelle. Ben oui. Oui, puis de redonner, des fois, on encourage aussi les nouvelles personnes qui joignent ce sport-là de dire, quand tu fais partie de la communauté trail, souvent, il y a le côté participer à des événements. Ça fait partie de la beauté de faire partie de la communauté trail, mais il y a aussi de redonner du temps. Puis c'est pas obligé d'être du 1 pour 1, là, mais ce qu'on dit, c'est aller passer du temps dans des événements. Puis les nouveaux coureurs, les nouvelles coureuses qui arrivent dans le sport ont tendance à vouloir faire trop d'événements, de s'inscrire à trop d'événements. Puis physiquement, ça a des impacts. Puis c'est pas nécessairement recommandé d'en faire chaque week-end. Mais si t'as du temps puis t'as le goût d'aller à découvrir un événement qui ne fit pas dans ton calendrier de coureur, va le faire comme bénévole, parce que moi j'ai appris ma première année trail, j'ai appris probablement plus dans un ravito avec Francis Boutin à voir des coureurs passer, puis à voir la dynamique de ces coureurs-là qui font une longue distance. C'était au Transvalley, fait que c'était des coureurs sur un 55 km, puis moi j'étais pas encore rendu à faire ces distances-là, mais de voir comment ils gèrent leur ravito, puis ça t'apprend, toi, comme coureur, ah, ok, il y a des gens qui font ça, parfait. Je mets ça dans mon coffre à outils, puis ça pourra me servir plus tard. La première fois que j'ai vu un coureur se mettre les jambes dans les airs pendant 5-10 minutes pour faire passer une douleur, faire descendre la douleur, je sais pas si c'est comment ça se passe scientifiquement, mais la première fois que je l'ai essayé dans une course, ça a vraiment marché, mais la première fois que j'ai vu ça, c'est dans un ravitaillement. Fait que les gens qui écoutent, qui se disent qu'est-ce que je peux faire pour m'impliquer dans la communauté, faire du bénévolat, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, puis on y retire quelque chose pour nous aussi. C'est des postes d'observation un peu avancés, tu vois, tu rentres dans l'intime de la course, dans l'intime de tous les côtés, tu vois, tu observes des lieux, ça dépend de l'horaire, tu vois, de ce que ça représente, mais si tu es en milieu de course dans la nuit, bah, tu vas observer des effondrements, des hypoglycémies, des encouragements, enfin, tout un tas de stratégies, et je trouve que ça rentre à la fois dans l'intime de la course, tu vois, au niveau individuel de la personne, mais aussi c'est un espèce d'intime communautaire, et c'est un élément qui fait que je pense que la communauté existe à travers ces petits moments d'intimité qui font que ça a du sens collectivement de réparer un pied qui est complètement explosé au kilomètre 80. Ou, tu vois, c'est autant de micro-événements qui font sens pour un ensemble de personnes.
Ah ouais, clairement. Mathilde, on est déjà parti dans la grande discussion. Tu disais que tu écoutais le podcast au tout début. Il y a une question qui n'a pas changé depuis le jour 1 de Pas sorti du bois. La première, c'est qu'est-ce que tu bois? Habituellement, j'accompagne les entrevues d'une bière. Ça a été la signature du podcast dès le début. Mais à un moment donné, je me suis enregistré à d'autres heures. Comme là, en ce moment, moi, il est 7h30 pour que toi, il soit le début d'après-midi. Moi, j'ai un café de mes amis de Café Charlevoix qui est un partenaire du podcast. De ton côté, est-ce que tu as quelque chose à boire? Eh ben, je viens de terminer un café. Ah, Parce ben que voilà. on a déjà déjeuné, on est en France et il est bientôt 2 heures, donc j'ai fait ça. Bon, ben, Mais à la tienne santé. Avant qu'on entre dans le fin détail de cet ultra-trail scientifique auquel tu as participé, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours académique. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans les domaines où tu as étudié, ce qui t'a mené jusqu'au Québec, à l'UDM, à l'UQAM? Parle-nous de ça. je crois que ce qui caractérise mon parcours, c'est la pluridisciplinarité et l'approche vraiment thématique transversale, parce que j'ai fait une thèse sur le vieillissement de la population en Inde et les modes de prise en charge des personnes âgées, donc rien à voir. Après, j'ai fait un postdoc à l'UQAM, à l'école de travail social, sur le vieillissement des femmes immigrées. Et puis après, j'ai passé le concours du CNRS en France. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu envie, en observant l'actualité et en voyant la multiplication des événements de course à pied en ville. Tu vois, il y avait des color runs, des mud runs, des fun runs. J'avais l'impression qu'on observait un espèce de phénomène social important, voire une injonction à courir, tu vois, comme si c'était une façon de s'insérer. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la course à pied. Mais par cette entrée-là, tu vois, en me disant que je voulais documenter, cartographier les courses à pied, les marathons et puis les logiques de marque, tu vois. Le marathon de Paris, c'est la Schneider Edition. Le marathon à Nantes, enfin voilà, il y a vraiment, chaque marque va venir marketer les courses. Et puis assez rapidement, l'approche très géographique et spatiale m'a un peu ennuyée. Parce que ce que j'ai trouvé inspirant, c'est les lectures que j'ai pu faire et en écoutant, tu vois, des podcasts comme le tien sur des personnes, mais qui couraient des distances qui, moi, me semblaient pas légales, tu vois. C'est des coups des plus de 100 kilomètres. Je me disais, mais pourquoi? Et je me souviens très, très bien d'avoir lu un article dans un magazine qui s'appelle Philosophie Magazine d'un chercheur en astrophysique qui s'appelle Étienne Klein et qui témoignait de sa course de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et alors là, depuis ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, eux, c'est mes préférés. Je veux rencontrer ces personnes-là. J'ai développé une passion intellectuelle, tu vois, vraiment intellectuelle et philosophique pour ces personnes qui courent et qui développent un discours à côté que je trouve inspirant, construit. Du coup, voilà, il y avait ce physicien-là. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi suivre le blog de Mathieu Blanchard, Oui. au tout début, qui avait une approche que je trouvais passionnante. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le rapport au corps et à l'identité. En gros, qu'est-ce qui fait, par quelle pratique on peut se redéfinir et se reconstruire. Et ce rapport identitaire, bah, je le trouve qui s'exprime de façon ouais, très symbolique à travers la course à pied. Il suffit de prendre des chaussures, de sortir et finalement de décider de devenir quelqu'un d'autre. Et je trouve que dans ce rapport à la course à pied, notamment sur des très longues distances, ça dit beaucoup de la société d'aujourd'hui et du rapport à l'individu. C'est pas innocent à quel moment on commence à courir un ultra trail et pour quelles raisons. Du coup, Non, voilà, c'est toutes ces raisons-là qui m'ont amené à m'intéresser de plus en plus aux événements de course à pied, mais vraiment du point de vue de plus en plus des individus sur les motivations à courir de si grandes distances. c'est intéressant d'analyser tout ça avec un œil de scientifique, de chercheur, mais sur l'aspect mental, l'aspect psychologique, parce que le trail gagne en popularité. Le trail d'aujourd'hui, j'entendais sur un podcast il y a quelques jours que on posait des questions à Marianne Hogan en lui disant que sa dernière Western State en 2022, c'était à une autre époque. C'est dire à quel point le sport augmente, change vite. Puis aujourd'hui, le sport, on l'analyse de plus en plus physiquement, scientifiquement. Tu sais, on va aller voir l'effet sur le corps. En ce moment, il y a la révolution des glucides. Donc, on se rend compte que pour des efforts d'endurance aussi longs, faut supporter en glucides. Il y a pas si longtemps, on parlait pas de ça, là, en ce moment. Fait qu'on est très dans la science du corps, de comment se rendre au bout de ces efforts-là, physiquement, l'entraînement, la nutrition, la récupération, le sommeil. Mais l'aspect psychologique, moi j'aime l'expression qu'on entend de plein de façons, mais que le trail c'est 80% mental puis 20% dans la tête, là, en voulant dire que le jour J de la course, tout ce qui se passe c'est mentalement, puis ça devient un mode de vie. Moi, s'il y a une ligne que je peux tracer entre l'ensemble des invités qui sont passés sur le podcast, c'est beau, il y a des gens qui viennent de tous les horizons, de tous les backgrounds socio-culturels, sociaux, mais je pense que cette passion
brûlante, intense pour quelque chose qui, comme tu le disais en introduction tantôt, ne donne rien. Tu sais, des fois, les gens qui sont pas dans le trail, qui sont pas dans la course vont demander, mais pourquoi tu cours? Mais c'est une longue question, puis en même temps, la réponse est courte. Tu sais, on le fait pour nous, ça donne rien à personne à part nous, puis ça prend beaucoup de temps, puis il y a une différence entre faire son 5 km 3 fois par semaine pour demeurer en santé, puis faire 200 km par semaine pour se préparer pour des ultras de 250 km en Arizona, dans le désert, où pendant 6 jours, on ne dormira pas. On n'est plus dans l'aspect santé de la chose. On est ailleurs. Tu sais, si on voulait simplement se maintenir en bonne santé pour vivre plus longtemps, on pourrait se contenter de faire, au Québec, on nous dit 180 minutes d'activité physique à basse intensité par semaine. On n'est pas là tout à fait. Ouais, mais je trouve ça intéressant. Là, il y a plein de choses dans ce que tu dis. J'ai envie de revenir sur le premier point quand tu mentionnes qu'il y a de plus en plus d'approches biomécaniques, tu vois, des réflexions sur la nutrition. Et je prendrais juste l'exemple de Courtenay, quoi. Courtenay, zéro stratégie, des chips, de la bière, Mm. des pizzas. Et je pense que, en fait, c'est vrai, et aussi ça dépend des individus. Je pense que dans tous les cas, en fait, chacun fonctionne comme il peut avec ses ressources et identifie les stratégies d'alimentation qui sont nécessaires en fonction de son profil. Mais au moment de la ligne de départ, c'est pas ça qui va changer la course. Alors, ça peut arriver. Kylian a eu ces problèmes-là. Tout le monde, en fait, tout le monde peut avoir des problèmes de digestion, de transit, de tout ce qu'on veut. Mais c'est pas comme ça que ça va se jouer au final, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est pour ça que l'intérêt est si fort, c'est qu'il y a parfois des formes d'obsession à vouloir maîtriser tous ces micro-paramètres de glucides, d'hydratation. Enfin, je trouve qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on a montré avec des collègues, des approches de passion qu'on appelle obsessives, que finalement ça devient une volonté de contrôle et ça finit par être rigidifiant pour l'individu, voire des sources d'anxiété, tu vois, de l'anxiété de performance, à vouloir tout contrôler le volume de course, le volume d'entraînement, le sommeil, et c'est vraiment une espèce d'ingénierie du corps, versus l'acceptation aussi de l'inconnu, ne pas savoir quelle météo il va faire. Et je pense que, en fait, toutes ces motivations au départ, c'est l'inconnu, se dire, bah, on verra bien, je ne sais pas quelle météo il va faire, je ne sais pas comment je vais réagir. Et en même temps, dans cette volonté de se confronter à l'inconnu, il y a presque une industrie de la performance qui se structure dans cet univers de l'ultra trail qui parfois est paradoxal. On voit Mhm. bien les, euh, les allers-retours qui peuvent être faits. Oui, puis des fois, je sens qu'il y a une approche chez certains qui est très mathématique, scientifique, une machine quasiment. Moi, je déteste quand on dit à la fin d'un effort comme ça, ah, t'es une machine, mais il y a des gens qui ont une approche qui est machine, de dire, comme tu dis, la recette, c'est tel volume de course, c'est calculer chaque paramètre, puis je pense que la beauté du trail, c'est peut-être moins la beauté pour ces gens-là qui veulent tout contrôler puis qui espèrent que le résultat au bout de la machine, ça va être le résultat espéré. Mais malgré tout ce qu'on peut contrôler, le jour J de la course, il peut se passer 1 million de choses qui font que tes grammes de glucides par heure, puis ton nombre d'heures d'entraînement, puis ce que ta montre te dit par rapport à ton sommeil, puis ta récupération, puis tout ça fout le camp, puis n'a plus aucun impact parce que cette journée-là, c'était une bonne ou une mauvaise journée, puis il n'y a rien qui explique ça. Si on connectait les connecteurs sur quelqu'un, on pourrait peut-être voir que pourquoi t'avais la tête dans le cul, comme on dit. Ben peut-être qu'il y avait des paramètres psychologiques, physiques qui sont arrivés, mais concrètement, on n'a pas le contrôle. On n'est pas des machines, justement. Mais je Donc, trouve ça presque intéressant de voir à quel point les dimensions scientifiques s'intéressent à essayer de vouloir comprendre les paramètres. Je trouve que ça raconte de la société comme si on allait trouver le paramètre clé. ouais. Alors que, tu vois, avec mes collègues en psycho, on trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir on appelle ça l'habituation hédonique, le fait de s'habituer au plaisir qu'on perçoit. Et tout l'enjeu de ce sport, mais d'autres aussi, c'est de continuer, de cultiver le plaisir de l'émerveillement qu'on a ressenti la première fois en faisant son premier 10, 20 ou 60, en fait. Il y a un espèce de shoot hyper puissant qui fait qu'on comprend pourquoi les gens reviennent, parce que ça augmente l'estime de soi, ça augmente le sentiment de présence au monde, enfin, ça augmente tout un tas d'indicateurs qui par ailleurs contribuent au sentiment de bien-être. Donc ça, on peut le comprendre, mais en fait, il y a on s'habitue, le corps s'habitue à ces seuils-là, et il s'agit de trouver des astuces pour rester ouvert, attentif et bienveillant envers soi-même, pour continuer à apprécier ces seuils-là. Sinon, effectivement, je pense qu'on rentre dans des logiques marchandes où on accumule des kilomètres, on accumule des savoirs, des compétences, et
Et je suis pas sûre que l'épanouissement puisse durer très longtemps dans ce sens-là. Et ce que je trouve intéressant, pour prendre des noms très connus, c'est les gens qui jouent avec ce que peut leur corps. Tu vois, c'est Spinoza qui dit ça, et j'aime beaucoup ce qu'il dit. On sait jamais ce que peut le corps. Et c'est Kylian ou même Mathieu Blanchard. Je trouve qu'il l'explore de façon hyper inspirante. Quand Kylian il s'est mis à courir autour d'un stade juste pour voir ce que ça faisait. Mais en fait, je trouve ça aussi intéressant que de traverser les Pyrénées, parce que dans le fond, ce qui l'intéresse, lui, c'est de voir, en fait, au niveau mental, à quel moment c'est plus tenable, à quel moment il a plus les ressources pour se mettre en mouvement. Exact. Et moi, c'est ça ce qui m'inspire, en tous les cas, dans les personnes que je rencontre, c'est l'espèce de curiosité qu'ils ont envers leur propre corps. Que ce soit en se disant, bah, je vais bouger les paramètres de la nutrition ou le sommeil et tout ça, si c'est des formes de curiosité ouvertes, je pense que c'est vecteur d'épanouissement. Et si ça devient des éléments de rigidité, je pense que c'est un piège et que la descente peut être dure. Ouais. Ben, c'est deux excellents exemples dont tu parles parce que Kylian, ceux qui le suivent de près depuis longtemps, a une approche très... je pense que c'est quelqu'un qui prend énormément de plaisir dans le fait d'être sur des sommets puis d'être en plein air, mais il y a une approche très scientifique dans sa pratique puis une approche très... je vais tester sur mon corps parce que il est connu pour ses fichiers Excel au quart de tour, puis l'exemple dont tu parles, c'était ça, là. Je veux dire, il partageait sa préparation pour ce 24 heures où il tentait avec sérieux ou pas de sérieux, dans le sens où il voulait plus l'essayer pour l'intrigue de voir est-ce que je suis capable de faire ça, moi qui est un athlète de montagne, mais il s'est attaqué au record du plus de kilomètres en 24 heures. Il s'est mis autour d'une piste, puis il s'était mis à calculer les glucides exacts qu'il devait prendre exactement chaque heure, puis il a fait ça une journée qui faisait hyper froid, il y avait de la neige qui tombait sur sa piste en Norvège, mais on sentait l'aspect plaisir dans l'exploration de soi, puis Mathieu a exactement ça, c'est ce qui est le fun de suivre de Mathieu. Il a une approche très cartésienne, c'est un ingénieur, mais on voit que c'est pour tester sur son propre petit laboratoire ce qu'il peut faire, parce que un athlète comme Mathieu, qui remporte la Diagonale des Fous, qui est un gars qui fait du 100 miles montagneux puis qui performe bien, pourrait se concentrer seulement là-dessus. Mais pourquoi Mathieu s'en va faire le marathon des sables à travers ça? Pourquoi Mathieu s'en va faire le marathon de Paris pour aller faire de la vitesse? Pourquoi Mathieu s'en va faire le Yukon Ultra où il n'y a pas de compétition du tout? Tu sais, il était pas là, il y avait de la compétition, ça a été une fin serrée, mais je veux dire, il allait pas là parce que les plus grands du monde étaient là. Il voulait explorer quelque chose que ses compétences de coureur de 100 miles pouvaient l'amener, c'est-à-dire courir pendant des jours et des jours dans l'Arctique, au Yukon. Mais c'est des approches scientifiques vraiment le fun. Puis, en contre-exemple à ces gens-là, d'autres qui ont beaucoup de succès, t'en parlais tantôt, Courtney, Marianne Hogan, on ne parle que du facteur fun. Marianne, en entrevue pré-Western State, l'intervieweur posait la même question à tout le monde, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu te rends au bout? C'est quoi dans ta préparation? C'est quoi le jour J de la course qui fait que quand ça fait mal, tu continues? Puis les gens vont aller parler de l'aspect compétitif, la rage en soi, le désir de se rendre au bout pour atteindre un chrono X, une position X. Et Marianne disait, il y a des choses que je fais en entraînement que je comprends pas comment je réussis à faire le jour J de la course parce que je suis juste porté par le plaisir d'être dans le sentier. Puis je pense pas qu'elle disait ça pour être humble, pour parler de compétition. Ouais. Je pense que c'est fondamentalement ce qu'elle est. C'est fou, là. Non, mais en fait, pour moi, c'est toutes ces personnes que tu as mentionnées, c'est vraiment des gens curieux. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça, en fait, que ce sport aussi met en lumière. Tu vois, Kylian, en ce moment, bah, peut-être que ça y est, il est rendu à la Western State, là, mais il se prépare en mettant le chauffage à 40 degrés, ouais. Je crois. En Norvège, là, il court sur son tapis à 40 degrés, il met des espèces de manteaux pour transpirer davantage. Enfin, franchement, je sais pas, en France, on dit que c'est des loustiques, quoi. C'est quand même des gens qui sont là, tiens, quelle bonne idée, on va mettre la température à 40 degrés, je vais courir 4 heures dans le garage. Bah, formidable. Bah, comme les coureurs ensemble. Je pense qu'il c'est jouer avec les propres perceptions de son corps, s'habituer à de nouvelles perceptions. Tu vois, dans la recherche, il y a un courant qu'on appelle l'écologie corporelle. C'est essayer de comprendre comment les expériences de ton corps te renseignent sur comment tu te relis au monde et inversement. Et finalement, ces personnes sont en train de repousser et redéfinir à chaque fois la façon dont ils ont de percevoir les informations qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur pour savoir si oui ou non il faut continuer. C'est ce que dit Courtney quand elle parle de sa pain cave ou Mathieu. Ouais. Puis on le voit même dans les coureurs amateurs, tu sais. Moi, un gars que j'aime beaucoup dans la communauté trail, un ami, Francis Picard, c'est un gars qui fait des 100 miles, des 200 miles, puis qui aime, je pense, les courses très montagneuses, d'être dans ces grands espaces-là. Puis
il s'est inscrit à la Badwater 135. Un 135 miles dans la vallée de la mort où il fait 55 degrés, où il y a pas mais à la fin, il y a un sommet, mais je veux dire, c'est pas un parcours où chaque montée te donne au moins un point de vue qui est magnifique, tu sais. Puis, il y a des coureurs comme ça, tu sais, Jeff Pelletier, qui est un coureur canadien-anglais qui fait des films exceptionnels. Encore là, un gars que tu sens qu'il a une passion profonde de la montagne, des grands espaces. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là s'en vont faire la Badwater? Ou, je veux dire, c'est beau quand tu arrives à la vallée de la mort, là. Je suis déjà allé, c'est magnifique. Ça dure 5 minutes. Puis après ça, tu te mets à courir sur l'asphalte pendant 60 heures. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte les grands espaces, les belles montagnes, les cols, les sentiers roulants techniques qui nous inspirent, qui nous font vibrer pour aller courir sur de l'asphalte à 55 degrés? C'est cette Moi, je vais te dire curiosité-là. un truc auquel je crois, en fait. Je pense que ces personnes, à travers au départ des courses un peu plus classiques, touchent à certains moments une forme de présence à soi et donc une présence au monde hyper radicale qui résout un peu les questions existentielles de qu'est-ce qu'on fait là, on ne sait pas trop. Pourquoi courir? Il y en a qui font de la course à pied, d'autres du sudoku, d'autres du tricot. Moi, j'ai pas envie de juger, tu vois. Ah Dans le ouais. fond, on sait pas. On sait pas ce qu'on fait là. Mais je pense que dans ces moments, comme dans des moments de méditation, on a mesuré ça aussi un peu pendant l'ultra trail scientifique de Clécy, c'est que c'est des instants qui, je pense, viennent produire des espèces de shoots existentiels de présence au monde. Et ça, en fait, c'est difficile à décrire parce que c'est difficile à exporter ensuite. Mais c'est ces instants de présence au monde qui finissent par faire des petits ancrages dans l'individu, tu vois, comme des espèces de certitudes de là, j'étais vraiment présent, j'étais complètement là. Ouais. Ah, c'est intéressant. Je sais pas si je Non. suis claire. Oui, clairement, clairement. Puis ça amène plein de questions. Tu sais, c'est ce côté-là de donner un sens un peu à sa vie. Là. Puis tu sais, on entre dans la philosophie de la chose, mais moi, j'ai souvent ces moments-là de prendre le pas de recul, puis pourquoi on fait les choses, tu sais, pourquoi on fait ça, là, tu sais, c'est super cliché de dire on a juste une vie à vivre, mais moi, souvent, quand je vais sortir d'un festival de films, de films de plein air, de films d'aventure, j'ai ce sentiment-là qui m'habite de, OK, est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est la bonne chose à faire? Tu sais, est-ce que j'utilise le temps qui m'est donné pour faire la bonne chose? Puis, on peut toujours se remettre en question, puis se dire pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, puis à un moment donné, faut continuer d'avancer. Mais je trouve que le trail puis ces moments-là moi je les sens comme des moments en parallèle. Tu sais, moi j'ai ma vie où c'est bien chargé, c'est bien occupé, puis j'aime ça comme ça, j'ai plein de choses, j'ai plein de projets, ça bourdonne. Mais quand je m'en vais dans le sentier, que ce soit pour une sortie de fin de semaine seul ou avec des amis, que ce soit pour un événement trail où là pendant 10, 15, 20 heures, je m'alloue un moment en parallèle de ma vie. Le téléphone est fermé dans le fond du sac ou peut-être même inexistant sur moi. Il n'y a pas de signal là où je suis. Il y a pas le travail peut pas me rejoindre. J'ai pas de commentaires Facebook à répondre pour le podcast. J'ai pas de courriel qui rentre. J'ai cette vie parallèle là où en ce moment je suis connecté à la base, c'est-à-dire manger, boire puis avancer. Puis peut-être que c'est hyper cliché, puis peut-être que j'ai trop lu Born to Run, Non, mais en fait, c'est pas du tout. on revient à la base de l'être humain qui était des peuples qui étaient nomades, qui se déplaçaient, qui utilisaient leurs jambes pour courir de longues distances, pour se nourrir, puis pour boire, nécessairement, parce que c'est Ouais. nécessaire. C'est fou, Mais je là. pense pas que ce soit cliché du tout, mais du coup, j'ai envie quand même de souligner ça. Tu vois, tu disais en tout début de podcast, tu disais que dans le fond, il y avait tous les milieux, que toutes les personnes, et qu'on croisait de plus en plus de profils. Et là, moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord, justement pour la raison que tu viens de mentionner, c'est-à-dire que toi, tu illustres le fait que quand on va courir, c'est un espace-temps. Tu vois, c'est vraiment une bulle. Et c'est Hartmut Rosa, qui est un philosophe et un sociologue allemand, qui a toute une théorie sur la modernité, qui explique qu'on est dans une période actuelle d'accélération du temps social, tu vois, avec plus de contraintes, une accélération du temps familial, professionnel, et finalement tout ça s'est condensé et ça rend très dense et tendu le rapport au temps. Et de prendre ses chaussures et d'aller courir pour un entraînement, une course ou autre chose, c'est s'offrir un luxe. Et ce Mhm. luxe du temps, c'est pas vrai qu'il est pour tout le monde. C'est pas vrai du tout, parce que ça demande des compétences, en fait, ça demande à la fois rien, juste d'aller courir, mais aussi beaucoup. Et c'est pas pour rien que les catégories socio-professionnelles représentées à l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est pas si diversifié, hein. C'est pas du tout, c'est pas le même profil que le basket. Donc je pense qu'il faut être nuancé dans la démocratisation du sport, tu vois, et rester lucide du privilège que c'est d'être capable de faire l'expérience du temps qui passe. Tu Ah, vois c'est ce que je veux vraiment dire? intéressant. Et je pense que c'est même précieux de
je pense, d'éprouver de la reconnaissance pour soi-même même, ou pour l'environnement, ou pour la vie qu'on mène, d'avoir ce luxe de pouvoir s'intéresser à quand est-ce que je vais sortir, enfin, tu vois, quand est-ce que tu vas aller courir. Et je trouve que ce qui est important, c'est de reconnaître que ce rapport au temps, c'est un choix. Tu fais le choix d'aller courir et de dire que c'est prioritaire dans ta vie. Mais finalement, c'est aussi, je pense que c'est socialement orienté et qu'on peut pas estimer que tout le monde peut faire ce choix-là. En fait, c'est tout un tas de facteurs qui font qu'on a croisé les bonnes personnes, qu'on est dans des communautés, c'est un niveau d'études. C'est tout plein d'indicateurs qu'il faut considérer. Et d'ailleurs, tu vois, si on reprend les stats de la Barclay, Ouais. les personnes qui terminent la Barclay, bah, ils ont tous des profils d'ingénieurs, beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de profils ingénieurs. Et voilà, et je trouve que c'est intéressant, ce rapport curieux au monde, à son corps, à la temporalité, et de vouloir se dire, en fait, moi, là, j'ai besoin de me retrouver dans le bois pendant 20 heures, sans mon téléphone, sans les interactions. C'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est super intéressant ce que tu dis. Puis ça me fait penser, l'autre fois, j'ai vu, je me rappelle pas où, tu sais, il y a toujours le grand débat en ce moment par rapport à ces grandes organisations qui débarquent dans le sport, puis avec la professionnalisation du sport, avec le gain en popularité, il y a des gros joueurs. Maintenant, il y a de l'argent entre elles. Je pense qu'il y a 15 ans, on n'aurait pas pu dire ça. C'était un sport... ils appelaient ça aux États-Unis l'époque dirtbag, là, tu sais, c'était des gens qui vivaient dans leur pick-up, qui avaient la longue barbe puis qui allaient courir. C'est super cliché, mais c'était beaucoup plus organique en ce moment. C'est un sport qui s'organise, qui a du gros cash maintenant Ça entre reste elles, puis plus ça organique, l'attire. je trouve, aux États-Unis, justement. Oui, il y a encore ce côté-là. Mais ça demeure que c'est un sport qui devient plus populaire, donc qui attire plus d'argent, de commanditaires et tout. Puis il y a quelqu'un qui disait, tu sais, le trail existe, puis les efforts d'ultra-endurance existent juste pour pallier à la banalité du quotidien des gens. Puis je trouvais ça intéressant comme réflexion parce que c'est un peu vrai. Puis je pense pas que c'est négatif de dire qu'on a une vie banale, mais c'est sûr que la plupart des gens qui écoutent sont un peu dans le même carcan où on a un travail de jour, on se rend au travail, on a un quotidien, Peut-être que c'est pas banal le mot, tu vois, mais plus la monotonie. la monotonie, effectivement. Tu vois, la répétition, le fait d'avoir un agenda resserré, et en fait, le trail, enfin, d'avoir une échéance à la fin de l'année et du coup de planifier des entraînements, ça vient casser ce Ouais. temps-là. Ça vient le casser ou le rythmer, tu vois, ça Mhm. vient redynamiser et créer du mouvement dans la trajectoire de vie aussi. Ouais, puis tu le disais tantôt, on juge pas, il y en a que c'est les sudoku, il y en a que c'est le tricot, il y en a que c'est le trail, mais dans tous Oui. les cas, on cherche des échappatoires. Il y en a que c'est la télévision, le cinéma, la musique. On cherche des échappatoires pour pas s'échapper de notre quotidien, mais juste pour y mettre un petit peu de piquant, un petit peu de fun, parce que si on n'a pas ces choses-là en parallèle, parfois on peut tomber dans une routine qui est pas optimale pour notre santé mentale. T'sais. Ça nous prend des choses pour sortir, puis le trail est une façon de sortir du quotidien d'une manière assez exceptionnelle. Là. Oui, et puis il faut pas minimiser le fait que effectivement la pratique de la course de trail, eh ben, elle va venir t'amener à être dehors. Ça, on connaît déjà les bénéfices pour la santé mentale, enfin, les shoots d'endorphines que tu peux ressentir en pratiquant l'activité physique. Ça aussi, ça va venir contribuer à l'amélioration de la santé mentale, l'estime de soi, même si c'est pour réaliser un 10 km ou un 12. Quand tu pars de zéro, la première fois que tu le fais, bah, c'est énorme, en fait. Et ce sentiment de te dire, ah, je savais pas que je pouvais le faire. Tu vois, il y a une forme d'étonnement de Mhm. soi. Et ça, c'est très puissant. Ouais. Et je pense que tu le ressens. C'est plus facile de ressentir ce shoot-là en faisant du trail qu'en faisant des sudoku. Je sais pas Ouais. pourquoi on a beaucoup sur ça, mais tu vois. Oui, puis de jouer avec, d'explorer ses limites. On parlait tantôt des plus grands, là, des Kylian, des Mathieu, mais à l'échelle de n'importe quelle personne qui se met à faire n'importe quel sport, c'est le fun d'aller voir jusqu'où on peut aller. Puis c'est pas nécessairement dans le but de repousser les limites puis de les dépasser, mais d'aller jouer avec ça. Tu sais, la première fois que quelqu'un s'est mis à courir, tu le sais que historiquement, il existe des jalons qui sont le 5 km, le 10, le 21, le marathon. C'est des choses qui existent, puis c'est pas obligé de les faire, mais la première fois que n'importe qui écoute a commencé à courir à un moment ou un autre de sa vie, puis à un moment ou un autre, le 5 km, c'était la première distance qui a été atteinte, puis il y a une immense fierté à atteindre ce premier jalon-là, de se dire, c'est plus juste, je suis sorti faire 1.8 puis j'ai marché couru. La première fois que tu as réussi peut-être à faire un 5 km en continu, l'audience qui écoute fait peut-être des ultras, des trails, va vite, monte des montagnes. Mais il y a eu un moment où on était tous des débutants, puis on a atteint ce premier jalon-là, puis là, c'est comme, oh, je le sais que je suis capable. Est-ce que je peux faire
plus? Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce que je peux aller un peu plus vite? Est-ce que je peux aller un peu plus haut en altitude? Je suis capable d'aller monter une côte? Peux-tu la faire en courant? La première fois que la côte derrière chez vous, tu réussis à la courir d'une traite au lieu d'arrêter pour la finir en power hike. Il y a une satisfaction. C'est plein de petites victoires qui donnent un gros push de fierté. Hein. Ouais, c'est des victoires individuelles, alors que là, on mentionnait, tu vois, les rythmes de vie, Ouais. familiaux, professionnels, et les injonctions ou bien les reconnaissances viennent de l'extérieur. Et là, c'est un sentiment de fierté très intrinsèque, ça vient de tes tripes, en fait. Et moi, je suis très d'accord avec ça, le sentiment de fierté d'avoir terminé un premier 5 km pour n'importe quelle raison. Ça peut même être un athlète de haut niveau qui a vécu une blessure ou une maladie. Bah, reprendre et refaire un 5 km, c'est rebâtir de la confiance. Ouais. Et ça, c'est des petites briques qui viennent s'accumuler. Et je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs que le trail se soit démocratisé en ouvrant, tu sais, les distances. Au début, bah, il y avait le 100 km ou le 80 et puis rien d'autre. Et de plus en plus, maintenant, il y a des 10, etc. Et je trouve que d'ouvrir, bah, évidemment que pour des raisons de business, c'est important aussi, de toucher des publics différents. Mais je trouve c'est intéressant aussi de faire se croiser sur une même communauté. Je repense à l'UTHC ben, que finalement des personnes qui fassent de la marche rapide ou un 60 se côtoient au même ravitaillement, fassent les mêmes événements sociaux ensemble. Et finalement, ce qui ressort, c'est valoriser cette notion même d'aller à la recherche de sa limite actuelle. Et la limite aujourd'hui, pour toi, Yannick, c'est pas la même qu'il y a 10 ans et c'est pas la même que dans 20 non Ouais. plus. Et je pense que c'est la posture qui est intéressante, plus que au final, t'as fait combien de temps sur ton 80? Comment tu l'as géré, tout ça? Ben, Oui, good c'est for ça. you. Mais Oui, puis entre elles, ça n'a pas ou peu de valeur. Passer les élites en avant, là, mais pour la majorité des gens, pour 98% de la communauté, ça peut être des objectifs. Moi, j'aime me fixer des objectifs de temps, mais après ça, si faire telle course sous les 10 heures, ça te donne une troisième ou une 33e ou 300e position, ça n'a pas ou peu de valeur. Depuis tantôt, on parle beaucoup de la satisfaction personnelle ou de l'impact sur chaque individu que ce sport-là, mais j'ai envie de te poser la question sur l'impact communautaire, parce que je pense que les gens découvrent le trail pour tout ce qu'on vient de dire, le plaisir d'aller courir dans les sentiers, d'aller flirter avec ses limites, d'explorer de nouveaux horizons. C'est très personnel, centré sur soi, mais je pense que les gens restent dans le trail parce qu'il y a un aspect communautaire. Parce que quand on va à un événement trail, on ne fait pas que aller courir pour mettre un dossard puis avoir une médaille à la fin puis d'être satisfait de son chrono. On le fait parce qu'on vit une expérience avec d'autres êtres humains. Puis je pense que c'est ça qui accroche les gens. C'est ça que les gens, c'est ce qui fait que les gens découvrent le trail puis ils restent. Comment on explique ça, cet aspect communautaire-là? en fait, ça fait partie des principaux résultats de l'étude que j'avais menée justement en étudiant les pratiquants de course à l'Ultra Trail Arikana. J'avais trouvé que dans les analyses des récits, il y avait trois formes de reconnaissance et de gratitude. Il y avait la reconnaissance envers soi, son propre corps, en se disant, ah là là, mais je pensais pas que j'avais la capacité de le faire, les jambes pour le faire. Il y a une forme de reconnaissance de son propre corps. Il y a une reconnaissance envers les autres, tu vois, la reconnaissance envers sa famille, ses proches, mais aussi les bénévoles, les organisateurs, ce sentiment-là, et un sentiment de reconnaissance et d'appartenance au monde. Et je pense que de façon générique, les humains cherchent du lien, Mhm. globalement. On est des animaux sociaux et que ce soit dans une activité sportive en club ou ailleurs, ce qui est intéressant, c'est presque, ça finit par être des prétextes et des occasions pour faire du lien, se faire des amitiés ou se faire des connaissances, rencontrer un espace dans lequel on a des valeurs communes. Et donc, je crois qu'il y a une puissance dans la communauté ou dans les pratiquants de l'ultra trail parce que ces valeurs-là du dépassement de soi, du rapport à la douleur, parce que ce soit encore sur un 10 ou un 200, c'est sûr que les pieds vont pas être dans le même état, mais la notion d'effort, de dépassement et d'aller jouer avec ses limites, elle existe. Et ça génère, j'ai l'impression, des formes de reconnaissance. On reconnaît en l'autre cette capacité à aller chercher ses limites. Et je trouve que ça crée un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, il est collectif. Mhm. Il est à une communauté de personnes qui prend du plaisir à faire des sorties, non pas sur route, mais plutôt en sentier, qui prend du plaisir à se retrouver tôt le matin, comme c'était quoi, Cute Expresso, Ouais. ou c'était le club de course c'était à Montréal. Donc voilà, en fait, c'est reconnaître dans les autres des personnes qui ont des habitudes de socialisation. Et plutôt que d'aller se retrouver au bar ou après le travail, c'est une autre forme de faire du lien, c'est une autre forme de faire des amitiés.
et sur d'autres modalités de relation. Et donc, je crois que c'est pour ça aussi que les gens continuent, c'est parce qu'on trouve des formes d'habitus sociaux, c'est-à-dire qu'on se reconnaît en l'autre à travers cette distinction qu'on a en commun. Et je trouve que c'est des sentiments d'appartenance qui sont pas innocents. Les gens sont fiers aussi, fiers d'appartenir à cette communauté. Il y a un sentiment de... Ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent renforcer ce sentiment de fierté personnelle, d'être allé au bout d'un ultra et se raconter à travers ça. Oui, Tu vois, il suffit de regarder les personnes qui ont des t-shirts, les t-shirts de finisher et qui s'entraînent avec. ouais, Tu vois, ça se fait beaucoup plus, je le vois plus sur des courses sur route, tu vois, ouais. courses des marathons, finisher de je sais pas quoi. Ah ben, les gens mettent ce t-shirt-là en particulier pour s'entraîner. Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, ils se sont pas trompés. Ils se sont pas trompés dans la pile, ils auraient pu prendre le blanc, tout simple. Ouais. Mais non, ils ont pris celui-là. Mais Donc il y a une volonté aussi de montrer son appartenance. c'est cette volonté-là de connecter. Je pense que on est un sport qui est encore très niche. Puis je prends l'exemple, il y a quelques semaines, je suis revenu du Gaspésia. Tu sais, le mardi, j'arrive au bureau, puis j'ai quelques collègues qui savaient que, vu que j'avais manqué un peu de travail, ils savaient que j'étais parti faire une course. Puis comment c'était, puis là il y a un collègue, puis t'as terminé combienième? Je sais pas. Puis t'es-tu content de ton temps? Ouais. Mais tu sais, c'est des gens qui pratiquent pas ce sport-là. Comment tu sais, moi je reviens de là sur un nuage, je viens de vivre une expérience sportive, mais surtout communautaire, une expérience de vie qui est exceptionnelle, mais qui va bien au-delà du temps passé sur les sentiers, puis du chrono ou de la médaille, ou peu importe, mais c'est difficile de connecter puis de transmettre ça, alors que quand tu rencontres quelqu'un par hasard, puis tu te rends compte que la personne fait le même sport que toi, tu fais du trail, ouais, tu sais automatiquement que la personne comprend ces choses-là. C'est la raison d'être probablement de ce podcast-là. C'est ce besoin-là. Tu sais, moi, je l'ai dit, c'est un projet de pandémie qui a pris des proportions 5 ans plus tard, qui est plus juste un projet de pandémie, mais c'était un besoin de connecter à un moment où on n'avait pas le droit de connecter physiquement, d'aller courir en gang. Puis c'est une des raisons d'être du podcast. C'est une des raisons pourquoi 5 ans plus tard, j'en fais encore, malgré le temps que ça prend, malgré l'impact que ça a sur ma vie, parce que c'est le fun de connecter. Puis on rentre dans des discussions hyper profondes parce que la personne de l'autre côté de l'écran ou la personne en face de moi a vécu les mêmes choses. Fait qu'on est capable de connecter, même si on se connaît pas. On va parler d'un moment où tu es dans le creux, en plein milieu du sentier, puis que t'as l'impression que le ravito arrivera jamais. Je sais ce que t'as vécu. J'ai pas vécu la même situation que toi, mais je connais le feeling. Puis tu peux pas raconter ça à tes collègues de travail qui pratiquent pas le sport. Tu peux pas raconter ça à ta famille peut-être qui pratique pas le sport. C'est difficile de connecter, alors que dans la communauté, quand on se retrouve les cute à Québec le mercredi matin, puis qu'un tel est revenu de faire une course, puis il nous raconte ce qui s'est passé, on peut le vivre avec lui, puis avoir ce sentiment-là de fierté pour cet ami-là, parce qu'on sait à peu près par quoi il est passé comme gamme d'émotions physiques et mentales pour se rendre au bout. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on connecte entre communautés, c'est qu'on a vécu les mêmes affaires sans avoir vécu littéralement les mêmes affaires. Oui, et puis du coup, tu te comprends. Et donc, cette capacité de comprendre vraiment l'autre à travers cette expérience-là, qu'elle soit sportive, humaine, émotionnelle, ça amène aussi des questions plus fines, plus intimes, sans vouloir être intrusif, mais tu vas avoir des questions. Si tu as un collègue de travail qui sait ce que c'est, qui a déjà fait la Western Stat, quand tu viens de la Gaspésia, il va te poser des questions techniques, j'en sais Ouais, rien, c'est ça. sur l'état du sentier, la boue, des trucs, ou, enfin, tu vois, et ça va être plus fin, ça va venir te toucher directement. Mhm. Et là encore, je trouve que ça fait beaucoup écho au travail d'Hartmut Rosa qui parle de cette résonance et de se sentir vibrer. Et je pense qu'en étant dans une course d'ultra, ou même Mathieu qui a traversé comment ça s'appelait, la Gaspésie, Ouais, le Santé international des Appalaches. voilà. Ben, quand il a traversé ça, tu vois bien les efforts et comment ça vient te chercher. Donc je crois qu'il y a ce sentiment-là d'être à la fois reconnu dans une communauté, valorisé, compris, vu, et en fait, c'est autant d'éléments qui sont pas si souvent présents dans d'autres sphères. Et je veux mentionner surtout le rapport à l'intime, tu vois, parce que j'avais écrit ça dans un article il y a longtemps, j'ai l'impression qu'à mesure que les kilomètres passent, tu vois, la distance géographique augmente, toi, tu as augmenté le nombre de kilomètres, mais j'ai l'impression que la distance à toi, à ton propre corps, à tes émotions, à tes sensations, elle diminue. C'est comme si tu devenais littéralement à fleur de peau. Et Mhm. que cette perception-là, quand, je sais pas, si tu es au kilomètre 100 et que tu es épuisé, tu atteins des niveaux de fatigue, mais aussi des niveaux de vulnérabilité psychologique, émotionnelle, qui font que tu vas croiser, n'importe quoi, moi, un gars qui est dans le même état ou un peu différemment, mais toi, tu es dans cet état de grande vulnérabilité, tu vas lui livrer des trucs sur ta vie que tu n'aurais jamais partagé
avec des gens que tu connais bien. Mais tu vois, cette espèce de... J'ai le sentiment que il faut se mettre, je ne sais pas comment le dire, il faut se mettre dans des états d'épuisement physique, psychique, émotionnel intense pour essayer de retrouver une vulnérabilité et quelque chose de simple dans la connexion à l'autre qui fait que tu vas t'asseoir épuisé avec les pieds pleins de boue, je sais pas, les bras égratignés si t'es tombé et tu vas te prendre dans les bras avec quelqu'un d'autre pour lui dire non mais on lâche pas, on y va ensemble. Et cette grande, tu vois, cette grande, c'est un shoot presque, c'est un shoot émotionnel d'humanité et que tu vas ressentir assez rarement. Et j'ai l'impression que c'est pas pour rien que c'est plutôt des coureurs de 30, 40 ans qui se mettent à ça. À des moments de vie, je trouve, où en particulier, tu vois, ce sentiment communautaire, tu peux le ressentir, je sais pas, à la fac, à l'université, dans des temps de vie où les espaces sociaux sont assez proches et tu fais corps avec un groupe de personnes. Là, il faut le redéfinir, en fait. Il faut redéfinir ça plus tard dans la vie. Et je trouve ça touchant. J'ai toujours trouvé ça hyper touchant de voir dans des ravitaillements un peu avancés des grands gaillards devenir hyper émotifs, se livrer sur des épreuves de vie hyper difficiles, sur le cancer du sein de leur femme, sur des trucs, en fait, où ils vont pas se livrer d'habitude. Et en même temps, ce que je trouve fascinant, c'est il faut se mettre dans cet état-là pour aller se livrer. Tu vois ce que je veux dire? Ah Les ouais. deux, je trouve ça hyper émouvant de voir à quel point l'autre est finalement accessible en se mettant dans cet état-là. Et en même temps, comment ça se fait qu'on peut pas se parler plus vite? Ouais. Pourquoi on peut pas juste aller prendre un café et se dire la même chose? Tu vois? Ah, c'est super intéressant. Plus la distance augmente, plus la distance entre notre émotif et nous se Ouais. rapproche. C'est super intéressant parce que c'est de quoi que on dirait qu'après 240 épisodes, tu mets des mots scientifiques, tu mets une réflexion scientifique sur des choses qu'on parle tout le temps. La fameuse rencontre dans un trail où après 3 minutes, tu te livres sur des choses personnelles que tu n'as jamais racontées à ton conjoint, ta conjointe ou ta meilleure amie ou ta famille. On rentre dans des trucs super privés. On partage des moments hyper privés. Tu sais, ça va être très primal comme exemple, mais veux pas, quand on court avec quelqu'un sur une longue distance, à un moment donné, on va aller pisser, on va aller chier dans le bois, on va avoir des flatulences. C'est niaiseux, là, mais dans la vie de tous les jours, je fais pas ça avec mes amis. Mais si je m'en vais courir 4 heures dans le bois avec mon ami René Morissette, des cute, ben, ça se peut qu'à un moment donné, j'avais besoin de péter. C'est con, là, mais on Ouais, mais je pense partage que des ça moments permet très de- intimes parce qu'on se ressente sur... Pendant 4 heures, tu En fait, te tu te retiens pas. ressens sur ton corps. Et moi, Oui, c'est c'est pour ça. ça que, enfin, moi, mon objet de recherche, c'est le trail, mais c'est pas le trail, c'est le rapport au corps, le rapport à soi, et qu'est-ce qui fait que moi, je me sens vivante. Ouais. Mais je trouve que le trail, c'est l'école de la vie, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils parlent quand même de comment ils se scotchent les tétons pour une course. Non, on parle de ça, de comment tu gères les diarrhées. Moi, je trouve ça formidable, c'est fascinant. Et Ouais. en même temps, par exemple, tu vois, il y a assez peu de choses dans les récits de course sur les règles et la gestion des douleurs. Il y a assez peu de choses là-dessus et sur ce que j'ai beaucoup analysé, les récits de course qui étaient publiés sur Ravito. Mhm. Et il y a peu de choses sur les règles, sur la préparation et sur la peur. Alors que quand tu fais des entrevues avec les filles, ah bah oui, moi j'ai pas du tout envie d'être toute seule dans le bois la nuit. Et ce rapport-là, il est très genré. Ah oui. Et du coup, je trouve que en fait, voilà, c'est un terrain d'observation qui est passionnant parce que ça dit beaucoup de choses de quelle façon on se raconte, de quelle façon on se raconte si on est un homme ou une femme, de quelle façon on développe ou on dépasse des peurs. Et je pense que ça rend, c'est pareil, c'est un peu cucu de dire ça, mais ça rend un peu plus humain. Parce que d'avoir soi-même touché cette dimension de sa propre humanité, d'avoir été capable d'écouter un inconnu, livrer des expériences de vie bouleversantes et de se dire, bah, le type, il est debout et il court et je vais l'aider, en fait, je vais l'aider, on va la terminer et je veux être cette personne-là, de devenir soi-même ressource pour un autre. Je pense que c'est pour ça qu'au final, les gens courent. Je pense que oui, on peut essayer de se raconter des histoires en se disant quel type de bar on va manger ou quel type de gel on va prendre. Mais ça, c'est un peu la couche extérieure, pour moi en tous les cas. Oui, Pour on moi, je ne rentre, me pose pas vraiment de questions sur l'alimentation et la gestion du sommeil. Ça m'intéresse moins. on rentre vite dans le plus concret, le plus connecté à nous, parce qu'au final, c'est ça qui se passe. Tu sais, c'est des longues heures seules ou en groupe dans le bois à avancer. Puis
comme tu dis, soudainement, c'est plus ces choses-là qui comptent. T'sais, on les sait, les choses théoriques qu'il faut suivre dans une course. On peut viser de consommer, de boire à telle distance, à telle durée et tout. Mais quand t'es dans le sentier, Je t'es veux dans pas le minimiser dur, ça. Je veux pas que dans mon discours, on puisse comprendre que ça n'a pas d'importance. Évidemment que ça en a, c'est la base. ouais. Tu vois, c'est la base. Mais quand on se rapproche de nous-mêmes, tu sais, ce que tu disais tantôt, plus les kilomètres avancent, on va souvent raconter qu'à un moment donné, l'alimentation à full camp, on va oublier de manger, on sera plus capable, l'estomac va se nouer. Mais là, soudainement, la théorie scientifique derrière le nombre de glucides à l'heure, ou ce qu'on avait comme plan de dire, je vais essayer de manger tel truc à chaque 15 minutes, chaque 30 minutes, ben tout ça fout le camp si il y a un élément externe ou interne qui vient faire prendre la sortie de gauche à Oui, puis il ta suffit de course. voir. Hein. Regarde, tu peux avoir toutes les explications du monde sur les glucides, n'importe quoi. Comment ça se fait que dès que le soleil se lève après une nuit, même la nuit la plus pourrie dans la course, t'as un shoot, ça Ouais, remonte. ouais, Ça remonte, et d'un seul coup, t'as plus de jambes, t'y crois plus. Enfin, tu vois, tout ça, bah, c'est pas juste la qualité du ravitaillement que t'as eu. Il y a autre chose qui se passe. Il y a une forme d'espoir de juste le soleil se lève, tu vois. ouais. Ah ouais, Et ça, je trouve. c'est fou l'impact que ça a, le soleil qui se lève. À tout moment de la course, quand ça arrive, ça change la donne. Mm. Et inversement, quand moi je le sais que les fois où je sors la lampe frontale puis que la nuit tombe, même si ça va bien physiquement, bien mentalement dans ma course, c'est un petit comme OK, on rembarque là-dedans, on embarque On là-dedans. rentre dans le dur. Ça peut être long, tu sais quand c'est Ricana puis on est rendu en septembre, tu sais puis t'ouvres la frontale, tu sors des Morios sur le 125 puis t'ouvres la frontale puis tu sais que tu vas la refermer à 10 km de l'arrivée là. Et ça va être une longue nuit. Et ça, c'est intéressant, tu vois, en termes de préparation, d'anticiper ces moments-là, non, alors l'alimentation, le sommeil, on en a déjà parlé, mais d'anticiper ces moments, de se dire, il y a des moments où je vais devoir allumer cette lampe et je vais ressentir peut-être de l'anxiété, un sentiment d'oppression, remettre en question ma présence. Et je trouve que c'est intéressant de visualiser ces temps-là en termes de préparation de course, de dire, OK, bah, c'est sûr que je vais avoir ces temps-là. C'est quoi les stratégies mentales que je vais mettre en place pour mobiliser des choses en moi ou créer des motivations pour dépasser ce temps? Mais en fait, elles existent, ces interventions-là dans la course, elles vont avoir lieu. Ouais, clairement. C'est une grande introduction qu'on a faite. On a abordé beaucoup de choses qui, je pense, qui sont toutes des ingrédients de ce qu'on va parler ensuite par rapport à l'Ultra Trail scientifique, qui est le cœur de ce que je vais te parler aujourd'hui. Mais je pense que c'était une magnifique introduction de 50 minutes pour tout mettre en place sur ton approche, ce que tu as fait comme recherche, ce que tu as analysé, ce que tu as vu chez les coureurs, les coureuses qui pratiquent ce sport-là. On va se prendre une toute petite pause pour un message d'un partenaire, puis on poursuit de l'autre côté. L'Ultra Trail Forillon approche, puis si tu te cherches un défi d'automne qui va te challenger autant qu'il va t'en mettre plein les yeux, ben t'as plus besoin de chercher. Ça se passe du 19 au 21 septembre dans un décor unique au monde, le Parc National Forillon et son célèbre bout du monde. Événement gaspésien reconnu pour faire vivre des expériences gaspésiennes et l'Ultra Trail Forillon répond aux attentes. L'organisateur Jean-François Tapp t'invite à venir vivre un véritable safari trail parce qu'à Forillon, ben, tu vis une immersion complète dans l'habitat des orignaux et des ours en ayant toujours un œil sur le large où tu pourras assurément voir des baleines puis des phoques. Mais attention, lève pas les yeux trop longtemps du sentier parce qu'il y a de la racine puis tu veux pas faire un vol plané. L'Ultra Trail Forillon a des distances de 1 à 160 km incluant 4 courses par étape de 25, 50, 75 et 100 km. C'est du 19 au 21 septembre et tu peux trouver toutes les infos au gaspesia.org. On est de retour avec Mathilde Plard. L'Ultra Trail scientifique, c'est le sujet principal dont je voulais te parler. On a une superbe introduction pour parler de ta vision de ce sport-là, puis de ce que tu recherches aussi, de ce que tu aimes analyser dans ce sport-là, qui est un peu différent des paramètres scientifiques qu'on entend le plus là, sur le biomécanique, sur l'entraînement, sur la nutrition. Là, on est ailleurs complètement. Comment est venue cette idée d'Ultra Trail scientifique, puis comment tu t'es impliqué là-dedans, comment tu as été amené à collaborer sur ce projet-là? C'est un projet qui a été développé par Benoît Mauvieux, qui est un collègue de l'université de Caen, en Normandie, en France, et qui a eu envie de réunir un écosystème de chercheurs vraiment très interdisciplinaires, en se disant, ben, on est tous là en train d'essayer de monter des partenariats avec des courses pour essayer tu vois, de faire des petits designs expérimentaux pour essayer d'aller comprendre des paramètres. Mais l'idée, ça a été d'inverser la donne. On s'est dit, ben, nous, on va se réunir sur un camp de base, nous les chercheurs, tu vois, une cinquantaine de chercheurs,
et on va faire venir des coureurs, et on a dessiné un circuit de course qui leur permettait de repasser en fait au point de base, de faire des boucles. Et on se disait, bah, de cette façon-là, ils vont plutôt passer, faire des mesures, et puis on aura les infos. Donc en fait, c'est vraiment parti de Benoît, qui a du coup organisé cet ultra trail scientifique. Et puis il a principalement structuré autour de lui une équipe de chercheurs composée de personnes qui s'intéressaient à l'étude du sommeil. Il y avait l'Institut du cerveau qui était là, il y avait des médecins, pas mal de médecins, des cardiologues, des chercheurs en médecine du sport, sur les muscles. Enfin, tu vois, il y avait vraiment une variété de recherches sur des indicateurs qu'on mentionnait tout à l'heure, de la performance. Il y avait aussi la clinique du coureur qui était là avec l'équipe de Blaise qui s'intéressait à la foulée, par exemple, avant chaque retour au camp de base. Donc oui, je peux peut-être décrire l'ambiance générale. Il y avait un camp de base qui était un centre de colonie de vacances. OK. Et donc, tu vois, les chercheurs, on dormait tous dans des dortoirs et on faisait des tours de rôle dans les dortoirs pour préparer la course. Et puis les coureurs et les coureuses avaient tout un dossard, au même titre qu'une course classique. On a lancé le départ et c'était des boucles de 20, je me souviens plus précisément, il faudrait regarder, mais c'était des boucles d'une vingtaine de kilomètres et à chaque boucle, donc avant la course, il y avait toute une batterie d'entrevues, de bilans, de tests. Et à chaque boucle, ils venaient faire des tests. Des tests, il y avait donc justement la clinique du coureur qui mesurait l'impact de la distance et enfin, l'impact de la foulée en termes de kilomètres. Est-ce que la foulée évolue, les types de chaussures, enfin, tu vois, il y avait vraiment des écosystèmes très différents avec des regards scientifiques variés. Et moi, c'est Benoît qui m'a contactée parce que, bah, en fait, je suis un peu la seule en sciences humaines et sociales, alors plus maintenant, mais à l'époque, j'étais la seule en SHS à m'intéresser aux dimensions émotionnelles, philosophiques ou psychologiques de la course à pied. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'avais déjà eu des résultats dans la course à Ricana sur des éléments de gratitude. Et je m'étais dit à l'époque, j'en avais parlé à Benoît, que j'avais un pressentiment qu'on observait chez les coureurs d'ultra un peu les mêmes choses que chez les personnes qui font de la méditation. Sur la question de la présence attentive, tu vois, j'avais l'impression que quand les personnes évoquent une course, elles ont la capacité de faire ce qu'on appelle un body scan, tu vois. Elles sont très attentives à est-ce qu'il y a du vent, comment ils se sentent, à leur souffle, à leur battement de cœur, finalement. Autant d'éléments qui, moi, m'ont fait penser en fait à des situations de méditation. Et du coup, j'ai sollicité des collègues chercheurs en psychologie, notamment de Clermont et de Lyon, qui sont spécialistes sur la mindfulness et sur les protocoles pour étudier et le rapport au temps et le rapport à la méditation. Donc, j'aurais dit, bah voilà, moi, j'ai l'impression qu'en contexte de course à pied, on observe des situations de mindfulness et de présence attentive comparables. Donc, on a mis en place un protocole de recherche pour explorer la façon dont la course à pied pouvait avoir un impact sur cette capacité à être présent à soi, avec des indicateurs plutôt standardisés qu'on utilise d'habitude sur la méditation. Et donc, c'était plutôt intéressant de voir enfin, on a fait des mesures avant et après la course, que les personnes étaient finishers ou non d'ailleurs, et pour voir ce qui se passait. Et ce qui était intéressant, c'était de mesurer que, en fait, quand bien même il y avait eu des shoots de difficulté et des shoots avec beaucoup de pensée, ce qu'on observe après la course, c'est une forme de retour au calme hyper puissante. En fait, que ces espèces de shoots d'hypersensation, d'hyper-émotion, de difficulté, de douleur, d'inconfort, enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont souvent assez inconfortables pendant la course. Faut pas le cacher. Il y a des moments favorables, mais c'est la plupart du temps assez inconfortable. En revanche, à la fin, à l'arrivée, il y a un retour au calme assez puissant. C'est un peu le calme après la tempête, tu vois. Et ça vient refaire un espèce de reset au niveau mental et émotionnel qui est puissant. Et donc, c'est un peu ça, c'est ça ce qu'on a observé avec des collègues. Et on a aussi observé la question du rapport au temps, d'avoir un sentiment justement en fonction des émotions pendant la course. Tu vois, quand tu te sens bien, le temps file assez Mhm. vite. Tu as l'impression que tu as déroulé toute une descente, tu l'as pas vu passer. Tu te dis, bah tiens, déjà, c'est déjà le matin ou c'est déjà autre chose. Et puis à l'inverse, quand tu as des sensations douloureuses, inconfortables, le temps s'étire. Et donc il y avait aussi cette curiosité du rapport au temps en lien avec les émotions. Puis comment on fait pour prendre ces mesures-là? Parce qu'on parle des autres professionnels qui étaient là. C'est assez facile de prendre les captations des signes vitaux et tout ça, de l'évolution de la foulée. C'est physique, c'est tangible.
comment on fait pour aller chercher tout ce que tu viens de décrire comme information sur un coureur, une coureuse qui est en train de faire une épreuve, qui arrête mais qui veut repartir? Alors, on a utilisé que des échelles standardisées. Tu vois, l'objectif, c'était pas de développer un nouvel outil, mais d'utiliser des outils qui étaient déjà validés scientifiquement. Donc, on a utilisé l'échelle de la mindfulness. On a utilisé une échelle aussi qu'on appelle l'échelle des frontières corporelles, qui est intéressante parce qu'on trouvait aussi que c'est une expérience, la course à pied, qui permet un retour à soi, tu vois, avec une façon très précise de définir les contours même de son rapport au corps. Donc voilà, c'était vraiment des échelles standardisées qu'on a fait passer aux participants avant la course, après. Et il y a aussi eu des entrevues qualitatives, tu vois, avec des questions dans une grille semi-structurée. Donc on avait des questions précises et des outils standardisés. Super intéressant. Comment étaient sélectionnées les personnes qui ont participé? Parce que je voyais sur l'article qui résumait l'étude qu'il y avait 56 coureurs, autant des nouveaux professionnels ou en tout cas élites que des amateurs, 75% d'hommes, 25% de femmes. Mais comment on a choisi ces coureurs-là? Il y avait un appel à tous puis les gens ont postulé? Oui, ouais, c'est ça. Et puis il y a eu des réponses. Enfin, ça a été complet en 30 secondes. Ouais. J'exagère, mais vraiment. En fait, bah, tu vois, ça fait écho au début de l'entrevue. De la même manière que les gens sont curieux d'eux-mêmes, ils sont aussi curieux de participer à la meilleure compréhension de cette activité-là. Et il y avait une dimension communautaire qui était vraiment super parce qu'il y avait une proximité chercheurs, chercheuses et puis les athlètes qui était vraiment forte. Et puis il y avait aussi tout un staff de kinés, de podo. Enfin, tu vois, il y avait le staff classique Ouais. euh, d'une course de trail avec des bénévoles et beaucoup de bénévoles étudiants de OK. l'université de Caen en STAPS, et tous les coureurs et les coureuses. Enfin, tu vois, ça faisait le même environnement, sauf que là, en plus, ils avaient des feedbacks sur des informations personnelles, en fait. Tu vois, ils ont eu des électros pendant les courses, ils ont dû faire des épreuves avec l'Institut du cerveau sur des tâches de récompense. Enfin, il y avait beaucoup d'activités et je pense qu'il y avait une grande curiosité de la part de celles et ceux qui venaient. Donc la sélection, elle s'est faite avec un quota homme-femme. Et puis avoir une volonté de diversifier les profils. L'idée, c'était pas d'avoir que des athlètes. Ben oui. Puis, une question qui revient souvent entre elles, qu'on parle souvent, euh, homme versus femme. Est-ce que dans les résultats qui sont sortis, surtout de ton côté, ce que toi t'as analysé du côté psychologique, est-ce qu'on observe des différences dans ce type d'effort-là? On dit souvent que les femmes sont meilleures en longue endurance, puis qu'on le voit sur les courses de 200 000 et plus, la différence physique, les aptitudes physiques qui, de base, c'est scientifique. Les hommes vont courir plus vite le 100 mètres, ils vont courir plus vite le marathon. Mais sur de la longue distance, physiquement, le mental des femmes vient peut-être combler ça, la force mentale vient peut-être combler cette petite différence-là. C'est ce qu'on entend, ça a été écrit, ça a été analysé, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé pendant l'ultra-trail scientifique? Non, pendant l'ultra-trail scientifique, c'est des distances qui sont beaucoup plus courtes et l'échantillon n'est pas du tout représentatif. Euh, En revanche, c'est sûr que sur les très longues distances, que ce soit en course à pied, en vélo ou en nage, sur les très longues distances, les écarts se diminuent. Mais peut-être parce que, je ne sais pas si c'est parce que les femmes ont plus de mental, j'en sais rien, mais je dirais surtout que peut-être parce que dans tous les cas, les conditions physiques finissent par plus du tout être la seule équation. Exact. Tu vois ce que je veux dire? C'est et après, je pense qu'il faudrait plus de femmes dans le sport. Et là, c'est plus une dimension que moi je trouve politique, parce Mhm. qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'inscrire et des grandes organisations comme l'UTMB pourraient tout à fait politiquement établir qu'il y a 50% de place pour les femmes. Fin de l'histoire. Tu vois, je trouve que ça manque de position et de leadership à l'heure actuelle qui pourrait être beaucoup plus net et assumé en disant bah, on veut une équité sur les lignes de départ. Donc on va refuser plus d'hommes, oui, et on va accepter plus de femmes, mais ça pourrait être une vision politique que de défendre aussi une autre forme de visibilité dans le sport et on verrait bien ce qui se passe. Mais donner plus de chance et encourager les femmes à s'engager sur ce genre de distance, on en a parlé rapidement juste avant, mais il y a aussi d'autres formes de barrières. Tu vois, l'estime de soi, elle est moins importante chez les femmes de façon générale, sur le rapport au corps, sur le rapport à l'épreuve, à la difficulté, aux douleurs. Enfin, tu vois, je peux en mentionner plein. Et le fait de courir toute seule dans le noir. Ouais. Donc, je trouve que ça manque de vision politique dans cette industrie-là. Tu vois, et qu'il y a des grands discours assez faciles sur l'écologie, le plein air, le dépassement de soi. Et je trouve que il y a parfois des occasions manquées
d'aller positionner un discours sportif plus novateur, plus moderne, avec surtout que les femmes qui portent les valeurs de ce sport, elles sont inspirantes. Tu vois, on a mentionné Marianne, Courtenay. En fait, c'est des sacrées nanas. C'est des filles qui ont un rapport à leur corps, à l'épreuve, à la distance, un rapport à l'habillement que Courtenay court en short long. C'est parfait. En fait, tout est parfait dans les emblèmes qu'elles peuvent porter. Et je trouve que politiquement, il y a peu derrière. Il y a pas grand-chose. Mhm. Et, et ça, ouais, je trouve que ça manque. Ça manque, ça pourrait, en fait. Et je pense que la course qui se lancera un jour dans assumer politiquement que sur la ligne de départ, ça sera 50-50, mais comme en fait sur les circuits de tennis, bah, il y a un circuit homme, un circuit femme, et il y a le même nombre de participants. Ouais. Dans la plupart de sports, c'est ça. Et aujourd'hui, sous réserve de dire, mais oui, mais on a plus de personnes qui veulent s'inscrire chez les hommes, on respecte ça. Je trouve que c'est manquer d'audace. Ouais. En ce moment, on respecte souvent les ratios. On voit des courses comme Hard Rock et tout qui ont récemment pris des positions de s'il y a 38% de femmes qui soumettent leur nom à la loterie, on va piger 38% de femmes. C'est déjà un pas de plus dans la bonne direction, parce qu'après ça, des fois, la loi de la chance faisait que, de la chance, du hasard, en fait, faisait que c'était pas les ratios qui étaient respectés. Mais après ça, on voit des courses, puis je pense qu'en France, il y a des événements qui mettent leurs pieds à terre sur des choses qui surprennent, mais on comprend la volonté politique derrière. C'est pas le marathon du Mont-Blanc qui a des politiques par rapport au nombre de coureurs qui s'y rendent en avion, en train, pour essayer de limiter justement que les gens se rendent en masse à ces événements-là. Je veux pas dire n'importe quoi, là, c'était pas dans le sujet de l'épisode, fait que j'ai pas les données, mais il me semble que c'est le marathon du Mont-Blanc qui a mis en place des règles qui font qu'on encourage les coureurs à ne pas se rendre en avion, donc on va encourager des coureurs qui s'engagent à s'y rendre en train. Je pense qu'il y a une réalité européenne qu'on n'a pas du tout au Québec, là, au Canada. Si la Western State faisait ça, je veux dire, la grande majorité des gens en Amérique, c'est tellement étendu que se rendre en train à la Western State, c'est un ultra en soi. Mais en Europe, il y a la beauté, c'est que justement, les systèmes de transport, les villes sont plus rapprochées, il y a plus d'événements trail concentrés dans certains endroits, fait qu'on encourage les gens à se rendre. Mais c'est intéressant, cette vision politique-là, de dire est-ce qu'un jour une course va arriver. Je pense qu'on peut faire rentrer de la politique davantage, parce que de toute façon, le business est là, l'industrie se structure, les grands équipementiers, tu le disais en introduction, il y a des prix à gagner, et je trouve qu'il pourrait y avoir une vision, mais je pense que ça sera individuel, il n'y a pas de politique commune, tu vois. Ouais. Mais je crois beaucoup que c'est assez facile de tenir des discours de on va favoriser les gens qui viennent en train. Ils risquent pas de se mettre grand monde à dos, tu vois, c'est pas très osé. On peut pas être contre ça, même si on comprend la réflexion derrière, mais je suis d'accord, puis je serais curieux de voir, parce que oui, les pourcentages d'inscription, de dire, OK, dans des courses où il y a des loteries, d'accepter 50-50, ça peut être une vision qui serait intéressante, mais dans les places élites offertes, je serais curieux de savoir ces chiffres-là. Est-ce que ils vont par ratio? Parce qu'on s'entend que les grandes courses accueillent des centaines de coureurs pour lesquels on offre hébergement, transport, dossard, repas, quand on parle de professionnalisation, il y a ça qui vient avec. J'ose espérer qu'on respecte ces ratios. Ben, pas ces ratios-là, mais qu'on respecte une forme d'équité. Peut-être que c'est naïf de ma part, mais c'est une vision qui serait intéressante. Une course qui sortira en disant, nous, on a 30 places élites où on offre dossard, hébergement, on split 15-15. Ouais. Pour moi, c'est la prochaine marche, hein, vraiment. Et j'imagine que ce sera à un moment donné stratégiquement intéressant de positionner la marque de sa course comme quelque chose avec une vision politique en plus, tu vois. Je pense que ça sera un élément différenciant. Mais déjà, il n'y a pas si longtemps, les bourses n'étaient pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas si longtemps, c'est Rory Bozio qui avait remporté l'UTMB en 2011 ou 2012 qui, à l'époque, lors de la cérémonie des podiums, on honorait les 10 premiers hommes et les 5 premières femmes. Non, mais ça me rend folle. C'est elle qui a dit je retourne pas défendre mon titre l'an prochain si ça change pas. Puis elle l'a fait changer. Puis ça prend des gens qui mettent leurs pieds à terre puis qui influencent. Puis là, on entre dans un tout autre sujet, mais tu sais, la Pro Trail Runner Association, cette espèce d'organisation-là d'athlètes élites, est venue mettre des pressions là où il fallait. Puis il y a eu des gains. Kylian avec d'autres, Mathieu était venu sur le podcast le présenter. Je pense que Mathieu était impliqué aussi à un certain moment. Moi, je trouve ça important. J'adore leur initiative des gilets Here for the Women's Race qui ont sorti, puis maintenant ça continue de vivre. On en voit beaucoup pendant la Western State, des gens porter le gilet qui disent on est là pour la course des femmes, puis c'est intéressant. On aime autant le côté compétitif hommes et femmes, mais je pense qu'il y a une profondeur dans le trail côté féminin qui est jamais vue
qui fait qu'en ce moment, on a des courses puis comme la c'est Western State vraiment où tu as 20 l'image, femmes qui c'est... peuvent l'emporter, puis c'est ça qui est intéressant, qui est excitant, là. Ah, puis je trouve qu'il y a un rapport qui est presque plus théorique, mais tu vois, le rapport des femmes à l'espace public, il n'est pas aussi évident. Et évidemment que le rapport à l'espace public, quand on est une femme, il est discriminant. C'est plus anxiogène d'aller courir, il y a plus de risques d'agression. Enfin, je pourrais faire la liste. Et Ouais. donc, de soutenir politiquement en tant qu'organisateur de course la présence de ces athlètes-là sur leur sentier, c'est fort aussi, c'est d'encourager les femmes à prendre de la place sur les sentiers, dans les espaces publics, dans les espaces sportifs. Je trouve que Ouais. globalement, il y a des choses à faire parce que la discrimination, elle existe au départ. Ah, puis quelque chose que j'ai vu récemment qui était frappant pendant la semaine de la Western States, c'est que on voit dans le trail des profils dans le sport américain, là, les grands sportifs des sports football, basketball, il y a un côté très cocky, hein, on va dire on va garantir une victoire, puis on va s'auto-proclamer le meilleur, puis c'est typiquement, je pense, masculin dans le sport qu'on voit ça, mais entre elles, on en voit aussi des gens, sans être, c'est pas de la vantardise, mais d'être très out there et de le dire, je vise de gagner, d'être très, ça clash peut-être avec l'ancienne vision du trail, où tout le monde est là pour la bière d'après-course, oui, mais là, on a des athlètes, des David Roche, des Jim Wamsley, qui le disent haut et fort et sans gêne, je suis là pour gagner, je veux l'emporter, puis il y a personne qui a fait l'entraînement que moi j'ai fait pour m'y rendre, t'sais. Puis c'est une forme de confiance, puis on booste sa propre confiance de compétiteur en faisant ça, je pense. On le voit pas du tout du côté féminin, puis c'est peut-être typiquement dans les personnalités, mais il y a Sabrina Stanley qui le fait, et qui se fait ramasser quand elle le fait, puis tu vois les commentaires, puis elle est pas cocky, mais elle énonce clairement ses objectifs de victoire, puis n'importe quelle fille compétitive, élite, prend le départ d'une course, il y a clairement un objectif de l'emporter. Je veux dire, c'est naturel, c'est l'essence même de la compétition, c'est d'être le premier à traverser une ligne, mais quand des hommes le font, bon, David Roche est un peu polarisant, mais pour les autres, c'est comme, oh wow, Jim il est confiant, c'est cool, c'est vu comme étant de la belle confiance. Quand Sabrina Stanley a énoncé clairement que son but était de battre Courtney sur la Hard Rock, c'est correct comme sentiment, elle a le droit, Oui, c'est l'essence même de son travail. Comme de l'arrogance. Ouais, exact. Fait qu'après ça, pourquoi les femmes le font pas? Tu sais, celles qui le sont confiantes puis qui ont envie de lancer dans l'espace public, de se mettre cette pression-là, parce que des fois, c'est aussi de se mettre la propre pression. Je l'ai dit haut et fort à un micro que j'allais l'emporter. Ouais, je m'engage. Je m'engage. C'est tout à fait correct et légitime, mais le traitement est pas le même. Dans l'espace public, chez les fans qui vont critiquer une, mais pas critiquer mais du coup, on va faire un appel aux organisateurs de courses qui mettent en avant davantage les podiums féminins, ce genre de posture et en fait, d'avoir un discours positif aussi autour de ces femmes athlètes qui annoncent qu'elles veulent gagner et qui annoncent avec la même force. Ben c'est beau. Et oui, c'est parfait. Dans une société où il n'y a pas si longtemps, et encore dans certaines sociétés dans le monde, où on dit aux femmes de se taire et de pas parler, là. Tu sais, je veux dire, on prend le pas de recul puis on sort du trail. Il y a encore beaucoup de sociétés dans notre monde actuel où les droits des femmes sont très, très, très inférieurs aux droits des hommes. Puis dans notre propre Québec et France, il y a encore des discours, mais il y a une montée de ces discours-là. Fait qu'on peut-tu, dans notre sport où on pense peut-être à tort ou à raison qu'on est différent, qu'on est mieux, mais on peut-tu comme célébrer tout le monde? Je pense qu'il faut célébrer, et d'autant plus que, je le redis souvent, mais c'est un des seuls sports où la distance, elle est la même, hein. Ouais. Qu'on soit athlète élite, garçon, fille, c'est la même distance. En fait, c'est la même distance, l'effort est monumental de la même façon, l'arrivée est la même. Donc allons-y franchement sur l'équité. Au contraire, c'est vraiment un espace, je trouve que c'est un terrain de jeu pour aller porter des discours politiques forts, au-delà de ce qui est très facile de dire qu'on veut que tout le monde va prendre des gobelets réutilisables et qu'on veut sauver l'environnement en venant en bus. Bon, bah d'accord, mais allons plus loin. Oui, puis si on met nos lunettes de marketing du côté business de la chose, je pense qu'en ce moment, les personnes qui font vendre le plus, puis je suis désolé de parler du sport d'une manière aussi marketing, mais c'est Courtney. Combien de monde se sont déplacés à l'UTMB l'an passé? Là, c'est quoi le ravito que les genoux dans le GIF avaient organisé? Il l'aurait pas fait. Oui, c'est ça. Il y aurait personne, il y aurait pas eu autant de monde pour n'importe qui d'autre dans le sport. La plus grande icône, homme ou femme, de ce sport-là, c'est Courtney. Puis il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, tu sais. Fait que elle célébrons tout le monde. Que Kylian n'a pas,
en fait, c'est la joie qu'elle met là-dedans. Ouais. Elle a un truc très très fort de valoriser un discours sur la douleur, de reconnaître la douleur et d'en faire le propre récit Oui. de son expérience de vie, mais la joie et la capacité à se réjouir quand elle fait pas la course. C'était un très bon exemple l'année dernière. Et donc, oui, quelle figure emblématique pour le sport. Ouais. Ouais, puis même quand, je veux dire, Courtney a pas toujours des succès, là. Récemment, elle a abandonné le Cocodona, puis juste la façon qu'elle l'a expliqué, on sent qu'il n'y a pas une agence de PR derrière qui peaufine son message. On sent que elle a pris son téléphone, puis elle a écrit ça de même, puis tu sens que c'était pas ma journée, mais on continue d'encourager les coureurs sur le sentier, puis tu sais, il y a une approche qui est vraiment fascinante dans ce qu'elle fait, puis qui, je pense que on peut pas essayer de le recréer ailleurs, c'est juste authentique à ce qu'elle est, puis c'est ça la beauté dans tout ça. On s'est éloigné du trottoir scientifique, mais je pense que c'était très intéressant là où on est allé. C'est quoi les grandes conclusions qui sont ressorties de ce rapport-là? C'est un peu compliqué d'aller dresser des grandes conclusions génériques et transversales, puisque, comme je te disais, on était vraiment d'univers et de disciplines très différentes. On a fait un livre avec Alexis et Frédéric Berg qui est sorti, qui s'appelle Les Sentiers de la science, dans lequel on retrouve des versions vulgarisées grand public des résultats de chaque équipe de recherche. Donc, moi, les résultats que j'ai mentionnés, ils ont un trait à l'estime de soi, l'engagement et ce dont on a parlé précédemment. Et puis chacun est venu identifier des indicateurs de performance qui pouvaient être intéressants dans des pratiques d'entraînement. Et puis cette volonté de continuer à faire, à recréer, alors ça demande beaucoup d'énergie et d'argent, des conditions expérimentales pour mettre autour d'un même, d'un même terrain expérimental les athlètes, les chercheurs, les professionnels. Tu vois, la clinique du coureur, c'était hyper intéressant aussi de pouvoir échanger tous ensemble. Donc, je crois que la volonté de recréer ces conditions-là, elle est réelle et de poursuivre les recherches en croisant davantage les dimensions psychologiques, émotionnelles et physiologiques. Mm-hmm. Est-ce que toi, il y a des résultats, des choses qui sont ressorties dans ton champ d'expertise qui t'ont surprise, des choses auxquelles tu t'attendais pas? La plus grosse surprise, ça a été vraiment au tout début quand j'ai vu que ce qui ressortait dans tous les récits, c'était la gratitude, le sentiment de reconnaissance. Ça, je m'y attendais pas du tout. Tu vois, ça a été vraiment, j'avais pas pris cet axe-là. Euh, je pense que ce qui ressort et que j'ai pas encore étudié, c'est l'engagement, je te disais, des bénévoles Mm-hmm. pour comprendre plutôt la nature du lien social, plutôt d'avoir une approche communautaire au-delà de l'individu, parce que quand tu t'intéresses juste à l'individu, tu peux tout à fait te dire que l'histoire du tort des géants, par exemple, tu peux le faire toute seule. Ouais. Alors que dans le fond, ce que les gens viennent faire, c'est la meute, tu vas chercher la meute de départ. Et d'ailleurs, on vient de sortir un article avec mon collègue Simon Lancelet sur The Observation à propos, tu vois, de la musique qu'il y a sous les arches de départ. Qu'est-ce que ça Ah. génère? Qu'est-ce que ce temps-là, il vient mobiliser de rêverie et de résonance dans les individus et dans le collectif? Tu vois, un sentiment un peu solennel. Ça dépend des musiques, en fait, c'est intéressant. Ah, c'est vraiment intéressant ça parce qu'on connaît bien sûr Vangelis à l'UTMB, mais Exactement. chaque course a un peu sa signature. Puis Chaque course a sa signature et sur le moment de départ, c'est l'occasion de discours, c'est aussi l'occasion d'un champ sémantique différent. ouais, Tu vois, sur qu'est-ce que tu vas mobiliser comme récit autour de la musique qu'il y a là. ah ouais, c'est vrai. Moi, je pense dès que tu dis ça, ça me fait penser à l'Ultra Trail des Chic-Chocs au Québec, qui est un événement plus organique à plus petite échelle. Là. C'est 1000 coureurs, mais Voilà, c'est dans le c'est une chanson d'un groupe, c'est un duo autochtone qui font de la musique électro, mais toujours en y insérant des samples de musique traditionnelle de leur peuple. Puis c'est une chanson c'est un groupe qui s'appelle The Hallucination, mais je pense qu'à l'époque, il y avait un autre nom qui s'appelait A Tribe Called Red. Mais bref, je pourrais partager le lien en fait, je te l'enverrai, tu vas voir, c'est très, ça vient chercher les tripes parce que c'est, je veux pas dire les mauvais termes puis mettre les pieds dans les plats, mais ils prennent des samples de des chansons, des musiques de powwow autochtones, puis on s'entend le Trottoir les Chic-Chocs qui est sur le territoire des Chic-Chocs. C'est recentré sur l'essence de ce territoire-là. Le caribou, tu le croises au sommet des montagnes. On est très dans le territoire, puis ce territoire-là a été occupé bien avant que les Européens débarquent par ces peuples-là. Puis je sais pas pourquoi
ils ont fait le choix de cette chanson-là, mais c'est une chanson qui, cette musique-là est tellement entraînante, puis ça craint, là, c'est souvent ça qu'on recherche comme chanson. Entraînant puis... et tu rends hommage. En fait, il y a à la fois une référence au territoire et je pense, une forme de reconnaissance. J'ai jamais écouté la chanson, mais ça m'intéresserait d'aller faire le tour là, des musiques sous les différentes arches. Electric Powwow Drum, c'est ça le nom de la chanson. 26 millions d'écoutes sur Spotify, fait qu'il y a quelques personnes qui doivent la connaître, mais Electric Powwow Drum, ça te craint pour un début de course, mais c'est vrai, peu importe les événements, il y a toujours une chanson, puis il faut essayer toujours de trouver quelque chose qui va craquer ou inspirer les coureurs. Puis Vangelis, c'est à l'opposé de cette chanson-là complètement, mais c'est rendu synonyme de l'UTMB, puis tu l'entends la chanson dans un autre contexte, puis tu penses à cette ligne de départ-là ou cette ligne d'arrivée-là. Très intéressant, cette analyse des chansons de départ. Il y a plein de facteurs à analyser dans le trail. Y a-t-il d'autres sujets qui, en ce moment, vont faire l'objet de tes prochaines recherches reliées au trail? Non, j'en ai pas beaucoup plus. Là, c'est plus valoriser et commencer à analyser les données sur le trail. Là, j'ai des nouveaux projets de recherche qui sont plus en lien avec le froid. Tu vois, l'exposition au froid. De quelle façon tu vas t'exposer au froid. Et évidemment que c'est des coureurs de trail qui m'ont parlé de cette expérience-là au départ. Mais tu vois, l'immersion au froid et comment ça, là aussi, tu te sens présent dans ton corps à travers ces expériences-là. Super intéressant. Tu pourrais parler à Mathieu. Je pense qu'il a vécu un petit peu de froid Ouais, je pense que au Yukon. Mathilde, c'était vraiment, vraiment intéressant comme discussion. Je vais mettre le lien de l'étude scientifique, en fait, de l'article qui a suivi, le lien aussi vers le livre. Fait que si les gens veulent en savoir davantage, on pourra les diriger vers là. Mais c'était hyper intéressant de plonger dans ton champ d'études qui amène une vision complètement différente de notre sport. Je le disais en introduction, on lit beaucoup d'articles sur le physique, la nutrition, mais c'est un sport qui se passe entre les deux oreilles, puis t'as amené beaucoup d'eau au moulin, puis t'as mis des mots scientifiques sur des concepts scientifiques, sur des choses qu'on parle à outrance dans ce podcast-là. La pain cave, le fait de connecter avec les gens dans le sentier, de s'ouvrir, d'être à fleur de peau soudainement après 4 heures d'effort dans le bois. Qu'est-ce qui explique ça? On l'a compris, c'était vraiment intéressant. Je vais changer le mood complètement, parce que je disais que la première question de qu'est-ce qu'on boit, c'est la signature du podcast depuis l'épisode 1, mais les questions éclair NAC qui conclut les épisodes, c'est aussi une signature qui est là à tous les épisodes depuis les tout débuts. 10 questions, 2 éléments que je te mets en opposition pour lesquels il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Je sors mon chronomètre, je rappelle que à distance, le record est de 19 secondes et appartient à Laurie Girard. Donc 19 secondes pour 10 questions. Tu me dis quand tu es prête et je te lance ces questions. Je suis prête. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Hiver ou été? Hiver. Montagne ou plage? Montagne. Question NAC, érable ou chocolat? Chocolat. UTMB ou Sierzinal? Sierzinal. Sentier roulant ou technique? Technique. Café ou thé? Café. Courte ou longue distance? Longue. Québec ou France? Québec. Oh, 21 secondes, c'est tout près du record. Félicitations, Ah là là, Mathilde. c'est Québec difficile, ou France? c'est J'ai difficile. adoré la réponse. Le Québec. Évidemment. Évidemment. Tu disais que tu trouves toutes les raisons de revenir quand tu peux. Est-ce que Oui. c'est prévu dans les prochains mois, dans la prochaine année, de revenir en terre québécoise? Je crois en octobre, j'ai une conf avec une collègue à l'UQAM et puis après l'hiver. Moi, j'aime bien venir l'hiver. Ouais. C'est quoi tes coups de cœur, là, toi qui as visité un peu le territoire? C'est quoi l'endroit que tu recommandes à ceux qui écoutent, là? Puis, des fois, c'est le fun parce qu'on a des gens de l'extérieur qui vont nous faire découvrir à des gens qui vivent au Québec des endroits qu'ils ne peuvent pas imaginer. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je reviens toujours à Montréal. Et ce que j'aime bien faire dans toutes les villes du monde où je vais, c'est d'aller dans les restos des écoles gastronomiques. Okay. Ça, je vous recommande de faire ça. De réserver partout où vous allez les restos des écoles gastronomiques. Donc là, c'est l'ITHQ, c'est métro Sherbrooke, je crois. Ouais. Et voilà. C'est vrai, c'est une super recommandation. Manger dans les écoles de gastro. Très bonne idée. C'est toujours très, très bon, bien sûr. Puis des fois, pour une fraction du prix d'un grand restaurant étoilé Michelin. Hein. C'est ça. Super. Ben, merci beaucoup, Mathilde, de ton temps ce matin. C'était vraiment, vraiment intéressant. De rien, Yannick. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai dans un événement trail ou si vous débarquez au Québec pour un ultra trail scientifique, je suis certain que vous n'aurez pas de misère à trouver des candidats pour se prêter au jeu, mais au plaisir de se croiser.
Comme d'habitude, moi je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, le NAC qui est le partenaire principal du podcast depuis les tout débuts, Café Charlevoix qui m'offrait ce matin un excellent café que j'ai déjà terminé, donc il va falloir que j'aille m'en faire un autre, Mox Mocktail et Noctem qui sont aussi des partenaires du podcast. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.